good picture of Steve. Roger, roll, Discovery. Cette semaine, seconde partie de notre émission consacrée aux 40 ans d'Apple en compagnie de Jean-Louis Gasset, le fondateur d'Apple en France et ancien vice-président du constructeur à la pomme. Retour cette semaine sur les succès du Macintosh, l'échec du Newton et aussi l'aventure de Be Incorporated, l'OS de Jean-Louis Gasset qui aurait pu devenir macOS 10. Bonjour à tous, soyez le bienvenu dans le studio de Dailymotion qui nous accueille. Vous en avez l'habitude désormais, chaque semaine, il nous diffuse en exclusivité dès le vendredi soir. Donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton qui apparaît au sommet de l'écran. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes si vous aimez nous podcaster. Le podcast en version HD haute définition, mais également la version désormais audio pour nous écouter dans les oreilles. Vous pouvez également nous retrouver sur le site www.onrefaitlemacom et un salut particulier ce soir également aux internautes de Mac Forever qui nous diffusent également, en plus de nos partenaires médias historiques que sont la Tribune, Clubic ou encore Belgium iPhone. Et enfin, n'oubliez pas, pour célébrer les 40 ans du Mac, iCreate publie un numéro spécial, un numéro collector, les 40 ans d'Apple, 180 pages, 180 photos et zéro publicité, 14,99 € en kiosque. Ce soir, on offre 10 exemplaires spécial collector parce que regardez, si je l'ouvre, à l'intérieur, c'est ce numéro et tous les numéros qui seront distribués ce soir seront dédicacés par Jean-Louis Gasset en personne. C'est simple pour participer, répondez 40 ans via le compte On refait le Mac, @On refait le Mac et l'hashtag ORLM. Cette semaine, notre partenaire Lassi vous offre 3 disques durs Porsche Design Mobile Drive USB-C, USB 3 d'une capacité de 4 Tera en répondant à la question qui vous sera posée à la fin de cette émission. Lassi est un partenaire technologique d'Apple depuis de nombreuses années et va encore vous le prouver prochainement. Rendez-vous le 19 avril prochain. Et avec nous donc en plateau, rebonjour Jean-Louis Gasset. Cette semaine, on va essayer d'aborder donc votre œuvre au sein d'Apple, BOS. On va essayer de parler un petit peu, d'avoir une vision prospective un petit peu autour de Tim Cook, l'œuvre du patron actuel d'Apple. Et bien sûr, à mes côtés, comme chaque semaine, l'anthropologue du Mac, mesdames et messieurs, Paul Rony. Bonjour Olivier. On s'était arrêté en 85 et le départ de Steve Jobs dans la précédente émission. Là, vous êtes aux commandes, on vous nomme à la tête du département Mac. Vous avez une vision, on en a parlé déjà la semaine dernière, c'est l'ouverture, l'Open Mac. C'était vraiment la vision opposée de Steve Jobs, c'est apparemment ce qu'il fallait faire à l'époque. Pour l'époque, oui. L'idée donc c'est de doter le Macintosh de tous les éléments qu'il manquait au modèle d'origine. Il faut rappeler que le premier Mac, il n'avait pas de disque dur. Il n'y avait pas de disque dur, il avait un lecteur de disquette simple face. Il avait 128 kilo-octets de mémoire vive, un processeur 68000 qui pour le moment, lui, ne souffrait pas de la comparaison avec les autres puisqu'il était même plus puissant qu'un PC. Mais voilà, le gros problème c'était qu'en fait, il n'y avait pas de place du tout en mémoire et aucun moyen de l'étendre. Alors à l'époque, les services agréés pour démonter les Macs avaient des tournevis comme ceci en fait qui vraiment faisaient craquer la coque pour pouvoir ouvrir le Mac. C'était vraiment pas fait pour du tout. Donc c'est-à-dire non seulement il n'y avait pas de volonté d'ouverture, mais il y avait une volonté de fermeture absolue. C'est-à-dire qu'un petit bricoleur du dimanche ne pouvait pas l'ouvrir aussi facilement. Donc c'était vraiment contre-productif pour pouvoir démocratiser le produit. Oui, bon, ça n'a pas résisté longtemps parce que d'abord les enthousiastes de l'informatique personnelle trouvent toujours un moyen de contourner les obstacles. Et puis, à l'intérieur d'Apple, ça a été très facile d'aller de l'avant. Donc, on a fait très rapidement le Mac Plus avec un disque dur externe et 1 mégaoctet. Ouais. Il souffrait de peu de mémoire, le Mac Plus. Il fallait toujours échanger les disquettes. Ouais. Alors, ce qui était très drôle, c'est quand on a sorti le Mac Plus, je me souviens de Bill Gates, ils ont 1 mégaoctet, mais personne n'a besoin de plus de 640 K. Si on a un PC, oui, mais pas un Mac. Oui. Et donc, le Mac Plus a été 86, un très bon stopgap. Comme on dit, ça bouchait une brèche dans la machine qu'attendait l'utilisateur de Mac, en clair. Oui, et puis... accessoirement, un petit pavé numérique, ça peut servir aussi, qui était absent du clavier originel, souvenez-vous.
Et les touches, tu me disais... Arrêtez, il n'y avait pas de touche de curseur. Voilà. Ça, c'est hallucinant. Imagine, pas de flèche. Oui, mais on en reviendra à l'iPad là-dessus. Ouais. On retrouve sur les premiers iPad les mêmes défauts. Disons lubies, les mêmes comme disent les lacaniens, les fixations régressives sur des objets partiels. C'est-à-dire, non, pas de ci, pas de ça, pas de ça. Bon, Donc, tout simplement, un comptable, si vous voulez faire du... Il n'y avait pas encore Excel à l'époque, mais si vous voulez faire du... C'était quoi? Il y avait Excel. Il y avait Excel déjà. Il y avait Excel. Si vous voulez faire de la comptabilité, il fallait utiliser la souris pour passer d'une cellule à l'autre, ou tabuler, c'était pas forcément... Oui, non, c'est... Donc, bon, il y a eu ça. Bon, 86. 87, on sort deux produits importants. Le premier OpenMac, donc. Le Macintosh 2. Le Macintosh 2 avec le bus Newbus. Donc là, c'est vraiment, c'est plus un ordinateur tout en un, le Macintosh 2. Non, il y a un écran Trinitron. Vous reprenez les codes, ils rentrent de l'ordinateur classique. Du PC. Du PC de l'Apple 2. Parce que Armut Eslinger raconte dans son livre que John Sculley avait demandé à ce que le design soit exactement comme un PC, surtout que le Mac 2 ne soit pas plus petit. Pour assurer, pour reprendre les codes de l'entreprise. En gros, c'était ça. Allez, il y a prescription. C'est pas John Sculley qui est concerné par mon absence de commentaire. Ouais. C'est Armut Eslinger qui est toujours de ce monde. Et donc, le Mac 2 donc, a très bien marché. On sort le Mac SE. Donc une version évoluée du Mac Plus. Avec un ventilateur extrêmement bruyant. Et un disque dur interne. Un disque dur intégré. Et donc, alors là, ça y est, vous aviez une machine tout en un. Et donc, vous aviez à la fois la philosophie du PC, si vous voulez, avec des slots, etc. Et vous aviez la machine compacte tout en un. Avec un slot quand même aussi, le Mac SE. Qui peut évoluer. Oui. Et donc ça a bien marché. Et puis on a fait des dérivés, le Mac 2C, CI, 2CI, 2CX, 2CX, et puis après le 2FX, qui était, et puis le Mac portable. Alors le Mac portable, c'est toute une histoire. Transportable même, on peut dire. Hein. Oui, non, mais je vous recommande la vision, vous retrouverez sur le net la démo du lancement. Oui, on en a parlé, où vous faites tada. Et où je construis la machine sur scène. From scratch de zéro. De zéro. So what we have here is this is the carrying case extended edition. What I'd like to do this morning is recreate for you the impression I had when I took, for the first time, a prototype of the Macintosh Portable Home. So I will attach the motherboard to the subframe, keyboard and pointing device. Now let me deal with the storage devices. We have two on the machine here. John talked about the super drive. This is the same super drive here, 1.4 megabyte, a ecumenical floppy drive, and the housing. Now I'll put the keyboard cover. I need to connect the display. And I'll show later how you can change the battery and still retain your work, even if you were caught in the middle of some important... we will have liftoff. Well, here we have it. Je l'ai revu parce que c'est dans Twitter, quelqu'un dans le fil m'a donné le lien, donc j'ai été le voir. Et j'ai trouvé que c'était une bonne démo. Mais tous les mots de la phrase comptent. C'était une bonne démo. Il ne faut pas confondre les démos avec les produits. Oui. Hein? L'exposé liminaire était clair sur les buts du produit. Le problème, c'est que c'est une machine trop lourde, qui a eu ses fans quand même. Il y avait déjà des PC plus compacts qui reprennent un peu les codes du PC, oui. du portable. L'échec que ça représentait pour moi, parce que bon, il faut appeler les choses par leur nom, c'est que je n'avais pas su imposer ce que je voulais à l'intérieur de l'entreprise.
parce que je voulais faire réaliser la machine, faire construire la machine par Sony. Et j'ai eu droit à des commentaires extrêmement... Pour la miniaturisation, c'était vraiment le spécialiste japonais à l'époque de la miniaturisation. Hein. Et on m'a traité de nom d'oiseau, anti-américain, etc. Parce que je n'étais pas citoyen américain à l'époque. J'ai ouï dire. Et ça a été assez douloureux parce que je voulais évincer l'ingénieur chef de produit. Et je n'ai pas réussi à obtenir ça. Donc ce sont ces idées qui ont été appliquées en clair. Ces idées qui ont été appliquées, j'étais assez amer. C'est une des choses qui m'ont amené vers la sortie. Petit à petit. Mais avant d'aller à la sortie, c'est quand même une période qui est extrêmement heureuse pour Apple, à mesure où... Oui, les affaires marchaient bien. Non, mais voilà, soyons clairs. Apple a gagné énormément d'argent à l'époque, surfant sur le marché et le Mac formidable de portable, l'APAO. Hein. Et le Mac portable a gagné énormément d'argent, parce que c'était un produit qui valait cher, 7 000 $, avec presque 60 et quelques % de marge brute. Alors, vous aviez une philosophie. 55 or die. Voilà. Et donc là, c'est un produit qui a coûté quelque chose comme 30 millions de $ à l'époque à développer, c'est-à-dire rien. Même à l'époque, c'était rien. Ouais. Et donc, vous multipliez 10 000 par 7 000 comme chiffre d'affaires, vous prenez les 2/3 de ça comme marge brute, vous voyez que les frais de développement étaient largement absorbés. Alors là, touché un point important de votre différence de philosophie avec celle de Steve Jobs, qui occupait finalement le même poste que vous avant de quitter Apple. Lui voulait faire du Macintosh vraiment un produit très grand public. Vous avez perçu que Apple avait besoin de faire des ordinateurs premium et d'être resté une marque premium. Alors on m'a accusé de ça à l'époque. Et j'ai revu, c'est une idée qui revient avec une très grande régularité. Souvenons-nous des bagarres de Steve Jobs contre les netbooks. Oui. Où on disait du temps de l'iPad, oui. Et on disait, mais vous devriez, même avant que l'iPad sorte, on disait, mais non, le Mac va être détruit, le Mac va être détruit par les netbooks à 200 $. Donc j'en achetais un chaque année, je peux vous dire, j'en avais pour mon argent. Mais pas plus. Et je pense que ce qui est beaucoup plus clair maintenant, mais que je ne savais pas, j'avais pas les mots pour le dire, c'est que Apple est dans la catégorie affordable luxury, le luxe abordable. On n'est pas très loin de cet objet-là. Hein. Voilà, pas le luxe, pas Rolls-Royce, mais BMW. Oui. Le luxe abordable. Ça, c'est votre philosophie, on est bien d'accord. C'est la philosophie d'Apple, c'est pas la mienne. C'est pas forcément la philosophie de Steve pour le premier Macintosh. Il voulait un ordinateur à... Mais il était à 2 500 $ quand même. Il le trouvait trop cher. Et il en a fait un procès à Scolay. Non. Non, ça, il ne faut pas refaire l'histoire. C'est ce qui est décrit dans la bio, et ce qui est décrit dans... Mais là, il y a des choses dans la bio qui sont dans la bio. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, pour établir la vérité. Il y a des choses... Non, mais je ne détiens pas la vérité. Moi, je suis derrière le guichet opinion. Ouais. La vérité, c'est à côté. Là. Mais mon souvenir, c'est que... Et d'ailleurs, on l'a vu quand Steve est revenu aux affaires, il s'est refusé, mordicus, à faire des produits à bas prix. Oui, il a repris votre philosophie, c'est ce que je voulais faire. Non, c'était sa philosophie à l'époque. Non, c'était sa philosophie à l'époque. Il n'a jamais changé là-dessus. D'accord. Je sais qu'on raconte l'histoire comme on raconte l'histoire, mais je le voyais quand il venait en France, je le voyais là-bas. Il n'a jamais été, et quand il a été chez Next, est-ce qu'il a fait une machine bas prix? Non. Il voulait. Il a raté, il avait annoncé une machine pour les chercheurs universitaires à prix plancher. $3 000. Et c'était ce qu'on appelait. Hein. Oui, mais ça, attendez. Ça, c'est ce qu'on appelle. Technique marketing, c'est ça? Voilà. On annonce l'iPad à 1 000 $, il est à 500 $, mais ça, c'est l'inverse. Mais Non. Apple n'a jamais laissé courir le bruit que l'iPad allait être à 899 $. C'est le journal qui avait sorti ça à l'époque. Mais... Oui, ne me parlez pas de tout ce milieu autour d'Apple aux États-Unis. Une chose est claire, c'est que ça n'est pas possible de faire à la fois de la qualité du style BMW au prix d'une Yugo. C'est pas possible. Une Dacia aujourd'hui. Une Dacia, qui a d'ailleurs un coup de génie de Renault. Ouais. Alors ça, je trouve ça, parce que quand vous achetez un Dacia Duster, je ne fais pas leur pub, j'en conduis pas, mais je l'ai essayé, vous n'êtes pas puni.
Parce qu'il y a du low cost qui vous punit, les netbooks vous punissaient. Oui, parce qu'on était limité, hein, en clair. Vous achetez un Dacia Duster, vous n'êtes pas puni. Et donc ça, je trouve ça remarquable. Puis la marque Renault est associable à une marque low cost sœur. BMW, c'est plus compliqué. Oui. Mercedes, c'est plus compliqué. Oui, Paul. Non, juste pour revenir sur cette histoire du 2495$, de ce que j'ai pu en lire à droite, à gauche. Pour le Mac, pour le Mac. Pour le premier Mac. C'est visiblement, Steve avait dit 1995$ et John Sculley aurait dit attention, il va y avoir un gros coût marketing, donc on va rajouter $500 sur l'étiquette. Et c'est à ce moment-là que Steve Jobs aurait dit au directeur de la division Apple II, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas chez vous, vu que vous avez des sous, pour apurer ce coût marketing supplémentaire. Exactement. Et John Sculley a dit non, on ne va pas taper dans notre vache à lait, entre guillemets, donc il y aura $500 de plus. Habile transition, Paul, l'Apple II à l'époque, justement, continue à faire vivre la compagnie. Oui, pendant longtemps. On a parlé beaucoup du Mac et que vous avez relancé la plateforme à votre arrivée. Mais votre première action, je dirais, politique, à l'époque, les premières annonces, c'est justement autour de l'Apple II avec l'Apple II GS. Sans refaire l'histoire. Hein. Bob Belleville raconte que vous lui avez dit continue à diriger un peu le Mac le temps que je me fasse aux affaires et que je prenne mes marques, je m'occuperai de la division Apple II. Non, c'est complètement faux. C'est dans un livre. Non, mais je sais. Je réécrirai. Non, je vais vous dire, Bill Gates est arrivé, a vu l'Apple II GS et dirait je n'écrirai jamais d'application pour cette machine. Alors, petit rappel, l'Apple II GS, donc c'était la nouvelle génération, enfin une nouvelle génération d'Apple II. Hein. Depuis l'Apple II, il y a eu l'Apple IIc, il y a eu quelques évolutions, mais il n'y avait pas eu vraiment de volonté d'Apple de développer l'Apple II, sans doute de peur de faire de l'ombre au Macintosh à l'époque. Steve Jobs peut-être avait cette inquiétude-là. L'Apple II GS, c'était vraiment le successeur digne de l'Apple II. On le rappelle en quelques mots son ADN, Paul ? Alors l'Apple II GS, c'est une machine qui se base autour d'un processeur 65 C816. Derrière ce patronyme un peu barbare, en fait, on retrouve un 6502 au cœur de l'Apple II et un processeur 16 bits. Donc l'Apple II GS, c'était le tueur de l'Amiga et de l'Atari ST qui commenait à tailler des croupières à l'Apple II. Familial, le Macintosh restait quand même plus haut de gamme. Hein, et très compatible avec toute la Logitech de l'Apple II 8 bits, puisqu'il y avait une puce qui s'appelait le Mega 2, dans laquelle il y avait tout un Apple II sur la carte mère, 6 slots, et vous aviez en plus une interface graphique proche de celle du Mac et en couleur. Et une carte son. De folie à l'époque. Très bonne carte son. Ouais. Qui a coûté une blinde et qui a amené Apple à avoir un procès N-Sonic après. Ouais. Et n'oubliez pas cette semaine notre partenaire la scie vous offre 3 disques durs Porsche Design Mobile Drive USB-C, USB 3 d'une capacité de 4 Tera en répondant à la question qui vous sera posée à la fin de cette émission. La scie est un partenaire technologique d'Apple depuis de nombreuses années et va encore vous le prouver prochainement. Rendez-vous le 19 avril prochain. 86, donc vous tentez de relancer, il y avait beaucoup à faire pour relancer l'Apple II GS. Et là, d'après ce que j'ai compris, ce qui a un peu signé son arrêt de mort, c'est que Microsoft a refusé de développer sur la plateforme. Oui, il avait raison en plus. Pourquoi il avait raison ? Si vous voulez, il y a des développements de produits qui vont assez en ligne droite. Et puis, il y en a, ça zigzague. Et on rajoute des choses qui enlèvent une certaine harmonie, simplicité au produit. C'était le cas de l'Apple II GS. Et déjà, le format de disquette n'était pas le même, donc on pouvait pas mettre il fallait acheter un lecteur disquette compatible pour mettre les programmes de l'ancien modèle. Et c'est vrai qu'il y avait quelques contraintes, il n'y avait pas de disque dur. C'est question de coût aussi à l'époque. C'était un produit qui avait de bonnes intentions sur le papier, mais qui, dans sa réalisation, était trop compliqué. Trop compliqué, c'est des désordres. C'est difficile à la fois de garder les restes du passé et de se projeter dans l'avenir. Il faut faire table rase du passé dans les technologies. Ça dépend. Non, sérieusement, moi c'est une question qui me fascine parce qu'elle se repose à toutes les étapes. Elle se pose pour le Mac, elle se pose pour l'iPhone, elle se pose pour l'iPad, parce que l'iPad, c'est quand Tim Cook dit et répète
3 trimestres de suite, que l'iPad est la vision la plus claire de ce que, notre vision la plus claire de l'avenir de l'informatique personnelle, comme Tim Cook n'est pas un raconteur, il faut quand même écouter. Même si les ventes baissent depuis 8 trimestres d'affilée. Oui. Mais bon, on va en parler justement tout à l'heure, dans un instant, de Apple aujourd'hui. Donc l'Apple 2GS, malheureusement, est un échec. Par contre, Apple vraiment renoue avec le succès de manière très forte avec le Mac, qui devient véritablement la machine, enfin, qui tire la compagnie. Et l'Apple 2 passe tout doucement vers la sortie. Il a une longévité incroyable. Alors l'Apple 2E reste au catalogue jusqu'en 93, le 2GS jusqu'en 92, et c'est seulement en 88 que le basculement entre les revenus du Mac et de l'Apple 2 s'opère, et que le Mac rapporte plus, enfin, que l'Apple 2. Donc on voit sortir énormément de machines, chaque génération est plus puissante, Mac 2, Mac 2 CX, Mac 2 FX, et après arriveront les Quadras, les choses comme ça, et énormément d'efforts d'Apple pour satisfaire à l'époque les graphistes, les gens qui mettaient en page, qui avaient besoin de puissance, qui avaient besoin de machines modulaires. Et après le Mac SE que vous avez décrit, la machine tout en une, le Mac SE 30, on a l'impression que... Ça c'était une machine. C'était ma machine. Le SE 30, c'était une machine harmonieuse. Ouais, c'était l'aboutissement. Une machine harmonieuse. Évolutivité. Bien équilibrée. Vous pouvez brancher un moniteur externe. Elle sert encore de serveur sur des tout petits sites. Le Mac SE 30 a eu une très école de journalisme, et ça ne nous rajeunit pas il y a quelques années, dirons-nous. Mais on sent qu'après le SE30, l'ADN, enfin la machine originelle, le Mac originel, qui est donc la machine tout en une, est totalement figé. On voit arriver plein de nouvelles machines dans tous les sens, mais il n'y a plus de monobloc. Pourquoi ce choix? On aurait pu dire, mais il serait peut-être temps de dire, le monobloc c'est pour le grand public, et les Quadras, les CE et les CX c'est pour les professionnels. Pourquoi ne pas, entre guillemets, c'est facile à dire avec le recul aujourd'hui, ne pas démocratiser le Macintosh monobloc, lui doter de la couleur? Il a fallu attendre 93 pour avoir... Avec le LC, et d'ailleurs le LC qui est une reprise d'un projet qui est né sous votre règne, le Tommy, me semble-t-il, qui était un LC lui tout en un avec un moniteur couleur. C'était compliqué. C'était compliqué parce que j'avais des désaccords avec la vision marketing de l'entreprise. Moi, je continuais de penser qu'il était inutile d'aller au casse-pipe contre l'empire qui était devenu Microsoft, Windows et on ne parlait plus d'IBM, maintenant c'était Microsoft. Et que c'était du casse-pipe, il n'est pas nécessaire pour une entreprise d'avoir 100% d'un marché. Je citais à l'époque BMW, qui à l'époque avait moins de 5% du marché automobile. Il vivait très bien, il vit toujours très bien. Il vit toujours très bien, qui a même à un moment dépassé Mercedes en chiffre d'affaires, ce qui n'est plus le cas. Et donc c'était compliqué, d'autant plus que finalement, après le succès relatif on peut dire ça, du Mac portable, un projet est né en collaboration avec Sony, et on a vu le PowerBook avec une station d'accueil. Le Duo, qui était fait par Sony. Je n'étais plus dans l'entreprise, mais c'était ça que vous vouliez. C'était ce genre de choses que je voulais, parce que ça c'est un MacBook, j'aime les machines petites et légères. Alors j'ai aussi un iMac. Sur un bureau, donnez-moi toute l'artillerie. Dans ma serviette, donnez-moi le plus léger possible. Alors vous parliez de votre divergence avec John Sculley, donc on va parler de votre départ, c'est un bon moment maintenant. Donc en 88, vous êtes nommé au patron de la R&D, donc c'est quelque part la consécration. Oui, je suis devenu, on me donne un titre ronronnant de président de la division produit, c'est-à-dire que j'avais la recherche-développement, l'industriel et le product marketing. Et là, il y a, je dirais, un état d'esprit au sein du conseil d'administration, et qui convainc sans doute John Sculley, de vouloir valoriser la part de marché à la marge, c'est bien ça en clair, de vouloir faire en sorte que le Mac soit plus présent et une part de marché plus significative par rapport au monde PC et du Windows en particulier, qui est l'opposé de votre philosophie, celle d'Apple à l'origine. Je ne sais pas si je le dirais comme ça. Je pense que ce qui me frappait, c'était
la crainte perpétuelle de l'échec. C'est comme ça que je l'ai vécu. Et moi, personnellement, je pense que j'étais absolument serein quant à l'avenir d'Apple. Et le fait que, mon Dieu, le ciel va nous tomber sur la tête. Souvenons-nous qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui pensent que le ciel va tomber sur la tête d'Apple. Et quand je suis rentré... Tous les jours, même, je vous rassure. Les analystes, il y en a tout plein. Et que quand j'ai signé mon contrat le 12 décembre 80 à Genève, je rentre à Paris, mes copains me disent « Mais non, Apple, c'est fichu. » Parce qu'ils n'ont pas... Déjà. Non, mais je vous assure. Et donc, et puis, j'ai manqué de sérénité. J'ai été assez désagréable. Je n'aimais pas cette ambiance-là. Je n'étais pas fait pour la politique, en clair. J'étais pas fait pour la politique. Et c'est pour ça que je suis reconnaissant à John Sculley. Je ne dis pas ça par récupération de la chose. Il y a un moment donné, il faut se séparer. Il n'y avait pas une volonté de votre part, elle est vraiment candide, la question d'aller plus loin et de prendre la direction d'Apple et prendre la place de John Sculley? Non, je ne me voyais pas du tout dans ce rôle-là. Pour, après tout, influer vraiment l'énergie et la vision que vous aviez à l'époque? Non, parce que je ne me sentais pas capable d'être le patron d'une entreprise comme celle-là, avec un conseil d'administration, avec toute la politique. Il fallait faire comme Steve Jobs, il fallait virer le conseil d'administration. Non, mais justement, je veux dire... Et mettre que des gens à lui. En plaisantant, je me traite de recovering alcoholic, c'est-à-dire d'emmerdeur en rémission. En rémission, hein, comme les alcooliques qui sont, comme on le sait, toujours en rémission. Et puis ma vie a bien tourné après, et puis je me suis mis à... D'abord, j'ai une famille très agréable, et en particulier, je suis bien aimé par mon épouse. J'ai fait maintenant plus d'une décennie de méditation, et donc je suis devenu beaucoup plus serein. Mais je n'étais pas à l'époque, j'étais inquiet, irritable, et quand on est inquiet et irritable, on irrite. Et donc, c'est très légitimement que Sculley a dit, écoute, quand on est... Bon, ça s'est passé un soir à dîner avec le patron de la DRH, Kevin Sullivan, connu sous le nom de Kevin the Bold, ironiquement, ou de Sullivan the Magnificent, tout aussi ironiquement. Oui, j'imagine aussi. Et donc, Sculley me demande ce que je pense de lui, je lui dis. Moi, vous avez de la franchise. Ce qui n'est pas forcément bien établi aux États-Unis, mais bon, passons. On les mœurs. Oui. Enfin, il y a des façons de dire les choses. Oui, dans le dîner. Et donc, à la fin du dîner, on attendait nos voitures, et le patron de la DRH me met le bras sur l'épaule et me dit « Ah, Jean-Louis, je suis fier de toi. » Je me suis dit... Ça sent le soufre. Tu vas me manquer, Jean-Louis. Merci beaucoup. Et donc, voilà, c'est comme ça que l'histoire... Enfin, l'histoire, c'est pas tout à fait terminé comme ça. Donc, je décroche mes tableaux dans mon bureau. Et non, pars pas, parce que les ingénieurs défilaient autour du bâtiment en disant Jean-Louis don't go avec des placards. Ah oui, carrément. Oui, il y a des photos de ça. Bon, c'était gentil, mais c'était trop tard. Non, puis c'était inutile. Quand vous êtes le patron, vous ne pouvez pas avoir un lieutenant qui est trop en désaccord avec vous. C'est pas possible. C'est ce que j'ai expliqué à Sculley, qui essayait de justifier sa décision. J'ai dit, c'est pas la peine, te fatigue pas. Je suis d'accord avec ta décision. Et donc, on m'a demandé de rester pendant 6 mois ministre sans portefeuille. Donc, j'ai pris des cours de calligraphie japonaise payés par la DRH. C'est magnifique. Donc, j'avais une professeure de calligraphie, une très grande japonaise, qui venait. On avait du papier journal, parce que pour ne pas gâcher le papier. Donc, une passion commune avec Steve Jobs, donc là. Et donc j'ai appris un peu de calligraphie, je me suis exercé pendant des heures et des heures sur un idéogramme qui est ten. Et de vous à moi, les yeux dans les yeux, vous aviez conscience qu'en partant, Apple allait dans le mur par les décisions que prenait John Sculley à l'époque. Parce qu'il y avait quand même un virage vers le low cost déjà. Attendez. Moi, je ne me prends pas pour un détenteur de la vérité. Et donc, qu'est-ce que j'en savais? Non, je vous assure, je n'ai aucune confiance en mes opinions.
Que pensiez-vous de la politique du low cost à l'époque? Je pensais que c'était une erreur. D'accord, mais ça a été une erreur, dramatique erreur. Oui, mais ça, ça bon, je ne veux pas me présenter comme je le savais. Et pourtant. Non, mais attendez, j'avais une opinion. Ouais. C'était une opinion. Mais après, il faut faire. C'est ça qui compte. C'est quand on fait, les opinions se mettent debout sur la table en disant je sais comment ça doit être. Bon, je vois les élections de nos deux pays, les campagnes électorales de nos deux pays, ça suffit. On parlait déjà du clonage, de la nécessité de faire des clones de macOS. Alors voilà, là j'avais été vécu aussi comme le grand Satan de l'anti-clonage parce que je refusais mordicus de licencier le logiciel du Mac à des cloneurs. Tu rappelles la période des clones en gros? Alors la période des clones, ça arrivera un peu plus tard avec Michael Spindler, donc qui était le renommé. Voilà, le renommé qui fut le PDG du low cost, le PDG du performa. Il n'y avait pas que du mauvais. Il faut quand même rappeler que la période 93-95 verra les plus belles ventes de Mac jusqu'à nos jours. 5,5 millions en volume, oui, mais en marge, ça a été catastrophique. Oui, et puis en qualité aussi. La compagnie, les machines n'étaient pas forcément de grande qualité malheureusement. Et donc Spindler décidera d'ouvrir le Mac au clonage, c'est-à-dire que des architectures seront conçues, l'architecture Cyclone notamment chez Apple, et elles seront vendues à des cloneurs comme Umax et d'autres, qui produiront des Macs à très bas prix. Power Computing, qui fera beaucoup de mal à Apple parce qu'ils vont... c'est-à-dire que non seulement ça va pas... Le problème, c'est que les cloneurs, au lieu de développer la part de marché qui faisait tant rêver le conseil d'administration d'Apple, ne faisaient que phagocyter les ventes d'Apple. Exactement. Et donc, on enrichissait les cloneurs et Apple perdait de l'argent. Et en plus, ce que reversaient les cloneurs à Apple était misérable. Je crois que c'est une $50 à l'époque. Alors justement, d'ailleurs, c'est là où je saute un petit peu dans l'histoire, mais pour finir sur la période des clonages, le clonage n'était valable que pour macOS 7. Et c'est pour ça que macOS 8 s'appelle macOS 8 et non macOS 7.7, pour empêcher les cloneurs. Oui. Voilà. Ça, ce sera Steve Jobs qui prendra une des premières décisions symboliques. Oui. Ça montre que vous aviez vraiment des points communs ensemble. De bons points communs, croyez-moi. Non, mais attendez, sur beaucoup de points... on était philosophiquement d'accord. Il y avait des points sur lesquels on n'était pas, mais il ne faut pas non plus grossir un point de désaccord en disant c'est la totalité du paysage. Alors je vous rappelle brièvement notre concours pour remporter 10 exemplaires de notre série du magazine iCreate spécial 40 ans du Mac, 40 ans du Mac, 180 pages, 180 photos et 0 publicité, 10 numéros dédicacés par Jean-Luc Gasset. Vous répondez sur 40 ans via le compte @onrefait-le-Mac et l'hashtag OURLM. Et n'oubliez pas cette semaine notre partenaire la scie vous offre 3 disques durs Porsche Design Mobile Drive USB-C, USB 3 d'une capacité de 4 Tera en répondant à la question qui vous sera posée à la fin de cette émission. La scie est un partenaire technologique d'Apple depuis de nombreuses années et va encore vous le prouver prochainement. Rendez-vous le 19 avril prochain. Jean-Luc Gasset, en 1990, donc vous quittez Apple. Vous quittez Apple aussi à un moment d'intense gestation au sein d'Apple, ce qui est celui de la gestation du Newton, le premier assistant personnel de poche. Certains le présentent comme le descendant de l'iPhone ou de l'iPad qui est ici. L'ancêtre. Oui, l'ancêtre, pardon, je fatigue. Quel était votre rôle dans cette aventure? On vous désigne aussi comme... On dit que Squelette est le papa. Est-ce que vous étiez aussi l'un des géniteurs? Ne laissons pas les faits obscurcir le débat. Oui. Mais un jour, on vient de lancer le Mac 2 donc et le Mac SE. 86-87. 87. En 87, c'était lancé en mars, quelques jours après la naissance de notre... fille Marie, qui a la même date de naissance que Steve Jobs. On la salue. Et donc, ça allait mieux. Je venais d'avoir de la promotion parce que on me nomme senior vice-président, etc. Donc, tout va bien. Ouais. Entre dans mon bureau le responsable de l'ingénierie matérielle du Macintosh, Steve Saccoman, qui me dit « Je m'en vais ». J'ai dit, mais comment ça? Il dit, j'en ai marre. Maintenant, ça va devenir, j'aime pas la façon dont... Enfin, il n'aimait pas certaines choses, non pas avec moi, mais plus haut dans la hiérarchie. Le climat politique. Il n'aimait pas la politique qu'il voyait germer chez Apple.
Et il me dit, je vais faire une tablette, avec une tablette format papier, format lettre. Je la cherche. Avec un stylet et la reconnaissance de l'écriture, et puis la connexion, etc. C'était ça. C'était ça. Et il me dit, je vais fonder. Je lui dis, est-ce que tu as besoin d'un PDG? Il me dit, oui, justement. Donc il venait vous débaucher en clair. Non, mais... Voilà. Et donc, très bien. Et donc, on discute de ça. On va voir Mitch Caper, le fondateur de Lotus, que Steve connaissait parce que Steve avait fait, Sakoman, avait fait le HP 100 à l'époque, qui était un petit ordinateur portable, avec Lotus 1.2.3. Il avait fait une version spéciale de Lotus 1.2.3 pour le HP 100 à la division de Corvallis dans l'Oregon. Les images de l'ancêtre du Newton Navigator. Voilà, ça c'était le concept. Ouais, et donc tout très bien. Et puis finalement, Mitch dit non, c'est moi qui vais prendre les rênes de l'entreprise. J'ai dit à Steve, écoute, pas de problème, vas-y. Et lui dit non. Parce qu'on s'entendait bien, on faisait un bon binôme tous les deux, mais avec Mitch, il connaissait bien Mitch, qui était un personnage, disons, avec un P majuscule. Et donc, on décide qu'il va rester chez Apple, mais qu'on va faire une division avec son bâtiment dans Bubb Road, au nord de Cupertino, près d'un célèbre marchand de pizza qui s'appelle Vivi's Pizza, qui existe toujours. À la fin de Stevens Creek, et on fait la division en Newton. Et donc Steve avait une tablette avec un connecteur avec des côtes circulaires pour avoir dans le même connecteur l'alimentation en courant et une connexion Ethernet pour un réseau. Ouais. Déjà, très en avance, 20 ans avant le... Ah mais Steve c'est l'ingénieur pour ingénieur. 20 ans avant l'USB Thunderbolt. Oui. Mais je l'ai trouvé dans un cubicle, quand je suis arrivé en 85, parce que je cherchais quelqu'un pour diriger les cubes, c'était les petits cubes dans lesquels travaillaient dans les grands open space, dans la Silicon Valley, les développeurs, les ingénieurs à l'époque. Et Steve travaillait sur le Mac Phone. Le Mac Phone. J'ai des images de ça, pas là, mais le Mac Phone. On va le diffuser. Le Mac Phone. Déjà. Parce que Jobs lui avait dit de faire un Mac avec un téléphone intégré. Et un écran tactile. Et donc, on fait la division Newton. Donc c'est Steve Sakoman qui est le vrai papa du Newton, en clair. Absolument. Plus que John Sculley. Absolument. Parce que là, il a vraiment eu l'idée de ce concept-là, et le Knowledge Navigator, l'idée d'un... C'est pas lui? Non. Avec l'idée d'un assistant c'est personnel vocal. C'est quelqu'un de ses conseillers. C'est quelqu'un qui vient du marketing, c'est pas quelqu'un qui vient du produit, on est bien d'accord. C'est quelqu'un de mon organisation Recherche Research qui avait fait un projet très futuriste et que Sculley a adopté et a promu. Et donc, dans ce sens-là, il a la paternité de la promotion de l'idée. C'était un produit auquel vous croyiez à l'époque Le Newton? Oui. Oui, tout à fait. Et c'était une erreur. Donc, quand on arrive à 3 ans plus tard, je suis démissionné. Ouais. Bon. Et donc 90. 90. Et donc 93. Et donc Steve me dit je m'en vais aussi. Je dis comment? Non, je m'en vais. J'ai dit écoute, faut qu'on va peut-être faire des choses ensemble. C'est comme ça qu'on a fondé Bee. Mais quand on a réfléchi à ce qu'on allait faire à Bee, une chose était claire pour nous, c'est que le Newton ne pouvait pas marcher. Pour quelle raison? Entre autres, la reconnaissance de l'écriture était impossible, insoluble. La reconnaissance optique d'écriture, c'était vraiment justement l'argument de vente du Newton. On pouvait écrire de manière manuscrite et miracle, du moins sur les démos.
La démo qu'a fait John Sculley en 92, un an avant sa sortie, ça marchait du premier coup. Ça marchait du premier coup, mais il y a eu de gros problèmes. Le processeur était, corrigez-moi si je me trompe, assez peu puissant. C'était un processeur ARM, hein, c'est ce qui sauvera Apple d'ailleurs. C'est ce qu'il y a là-dedans aujourd'hui. Hein. Voilà, Apple achètera des parts dans la holding ARM qui vaudront 800 millions de dollars quelques années plus tard, ce qui lui donnera un peu de trésorerie. Donc le processeur ARM avait quelques soucis, l'écran était petit, il n'y avait pas de rétroéclairage, ça arrivera avec le MessagePad 2100, donc quelques années plus tard. Mais il me semble que le Newton, en évoluant quand même, devient un produit assez viable, mais pas la première version. Une niche de marché. Voilà. On le voit, il évolue, il essaie de le repositionner vers le domaine de l'éducation. Pour moi, un produit, c'est un produit qu'on peut produire en grande quantité et que les utilisateurs peuvent utiliser sans souci. Du premier coup. Ça marche. Pas ça marche. Ça marchera plus tard. Sans compromis. Ça marche, ça avec le moins de compromis possible. Disons sans compromis pour faire court. Le Newton qui est sorti n'avait pas grand-chose à voir avec le premier Newton. D'abord, c'était la taille d'écran était divisée par 2. Le processeur était complètement différent, puisque à l'époque c'était un processeur d'ATT, le Hobbit. Au départ, et après c'est ARM. Qui a failli tuer Bee, d'ailleurs, enfin, qui probablement a contribué à tuer Bee. Parce qu'on en va en parler juste après, on y revient. C'était très différent. Et puis, moi je me souviens, quand j'ai vu les premiers Newton, j'ai essayé d'écrire dessus, ça ne marchait pas. Il y a eu une grande déception, parce qu'il y a eu tellement de promesses faites lors de la conférence. Et voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire très attention, en général. Quand je vois aujourd'hui les discours qu'on fait sur, alors remplissez les blancs, la voiture autonome, etc. On a tous besoin de croire. Bon. Mais la meilleure façon de perdre de l'argent, c'est la phrase suivante. Ça va marcher, parce que ça serait bien si ça marchait. Mais c'est pas comme ça que ça va. Donc en 97, au retour de Steve Jobs, vous avez compris pourquoi il a choisi de fermer la division? C'était justifié selon vous? Ah oui, tout à fait. C'était pas une revanche sur John Sculley? Non, mais attendez, bébé John Sculley. Il a récupéré Johnny Ive qui était dans les boyaux de l'entreprise. Dans les limbes. C'était Bob Brunner qui avait engagé Johnny Ive. Le designer en chef d'Apple. Il a récupéré l'entreprise, la marque, l'image du Macintosh, le goût permanent qu'il y a toujours eu chez Apple pour le design. Parce que il y a des choses qui durent. La culture, c'est ce qui résiste le plus. Et il y a une culture Apple qui a résisté plus comme ça, avec des hauts et des bas, mais qui a toujours résisté sur un certain souci de l'esthétique, de la typographie, calligraphie, enfin de la qualité de l'affichage, parce que le premier Macintosh, il faut quand même dire, qu'il y avait énormément de vertus. Par exemple, personne ne faisait de pixels carrés à l'époque. Oui. Bon. Et ils se sont, mais alors, échinés. J'ai évité un mot. J'étais très inquiet. Mais on a deviné. Pour faire des pixels carrés, ce qui est très difficile pour commander l'affichage, la qualité du signal. Donc c'était et ça c'est ce que les clients et des gens comme nous ont toujours aimé chez Apple, c'est un certain souci du fini. Alors, on voit les images derrière vous de BOS, c'est le moment où vous décidez de partir et créer BOS avec Steve Saccoman, justement. Surprise, au moment où, effectivement, Apple s'apprête à lancer un assistant personnel de poche, où vous êtes un artisan de ce Newton, vous décidez plutôt de sortir un ordinateur. Oui, justement, parce qu'on était convaincus que le Newton allait... On n'était pas forcément au courant. Non, mais je sais bien, tout le monde pensait qu'on faisait un PDA, un assistant personnel. Et notamment un nouvel OS, un nouvel operating system révolutionnaire. Est-ce que vous étiez rendu compte que déjà à l'époque, en 91, 90, macOS était déjà très en retard, il n'avait plus évolué depuis quasiment des années, il n'y a pas eu d'évolution majeure depuis très longtemps. On a parlé la semaine dernière dans l'émission précédente que c'était un bricolage et un assemblage un vrai millefeuille et donc il fallait repartir des fondations. Je suis même étonné, vous connaissant un petit peu maintenant, que de votre temps, de votre règne chez Apple, vous n'étiez pas ordonné. J'ai appris, grâce à Paul, que vous l'avez fait, une tentative d'un nouveau système d'exploitation pour le Mac. Mais ça fait partie des erreurs de mes erreurs chez Apple. Une d'entre elles, c'est d'avoir mis trop d'argent dans la recherche. Il ne faut pas faire de recherche, il faut faire du développement. Parce que la recherche, il n'y a pas de risque. Vous faites des belles démos pour le PDG, des white papers, vous allez dans les congrès et tout ça, il n'y a pas d'enjeu. Le développement, c'est bien parce que vous pouvez échouer. Et donc, c'est comme la lame du couteau sur certains organes, ça vous fait réfléchir.
Donc on a un but et il y a une possibilité d'échouer. La recherche, on n'échoue pas, on fait des papiers. Et donc une de mes erreurs, ça a été de démarrer cet operating system moderne qu'on appelait Pink à l'époque. Déjà, avec Pink, c'est déjà un autre échec, mais plutôt c'était déjà plus récemment, souvenez-vous. Le fameux réseau social lié à iTunes. Mais bon, bref. Et donc, tu as un operating system moderne avec un vrai noyau, mémoire protégée, un vrai multitâche, puis un multitâche moderne, parce qu'il y a beaucoup de façons de le faire. Et donc, une des erreurs là-dedans, ça a été de mettre tout de suite trop de personnes et trop d'argent sur le projet. Parce que plus il y a de personnes, plus il y a de lignes de code. Et donc, la volonté, donc il y avait une vraie prise de conscience que le système d'exploitation avait ses limites au sein de macOS à l'époque, donc il fallait partir d'un nouveau noyau de zéro. Donc il y avait quand même ces prises de conscience à l'époque. Ah oui, tout à fait. Et puis cette prise de conscience m'a servi quand on a démarré Bi, parce que j'avais déjà vu les vices de ce que j'avais lancé. D'ailleurs, fin septembre, juste avant que je parte physiquement d'Apple, on a pris une bière un soir à FileMaker, Clarisse. La filiale d'Apple. Avec John Sculley. Je lui ai dit, écoute John, tu m'as très bien traité. Non, sérieusement, tu m'as très bien traité. Voilà, une dernière chose que je voudrais faire pour toi, pour l'entreprise, c'est annule Pink et mets ça sur mon dos. Ça sur mon dos, parce que Pink, je te garantis, ça va dans le mur. Et donc, blâme-moi pour ça. Tu arrives aux affaires, tu dis, j'ai vu, j'ai décidé, il s'était trompé, etc. Moi, ça ne m'enlève rien. Et toi, ça t'enlèvera bon, on sait ce qui s'est passé. Après, il a lancé Copland et ça n'a pas été franchement mieux. Donc après, Paul s'est lancé dans un autre projet, Copland, et il s'est perdu dans les mêmes travers que Pink. Copland, et puis en plus, les alliances stratégiques avec IBM, IBM, Motorola, alors on a fait Intelligent, on a fait Kaleida, il y en a une autre que j'ai oubliée, et donc ça a été des usines à gaz politiques, le genre de choses que je déteste ardemment. Et donc pendant ce temps-là, vous lancez votre start-up, vous lancez Bing Cooperative, avant d'être un système d'exploitation qui a failli être acheté d'ailleurs par Apple, on en reparlera juste après, c'était un ordinateur. Bbox. Oui, mais avant Bbox. Alors c'est là où des amis m'ont reproché de ne pas avoir fermé l'entreprise quand l'accident que je vais décrire est arrivé. Nous avions travaillé 90, nous avions travaillé avec AT&T sur le Hobbit, un très beau microprocesseur. Opérateur leader aux États-Unis de télécom. Très très beau microprocesseur simple. Et pendant ce temps-là, chez Motorola, il y avait le 88000 qui viendra après. Qui était une usine à gaz. Qui viendra le pouvoir laisser. Moi, j'allais boire une petite bière et puis je reviens après. Et donc il y avait ce Hobbit, et puis il y avait ce qu'on appelait des DSP, c'est-à-dire des processeurs de traitement de signal, c'est-à-dire qui faisaient des sacrifices. Pour le jeu d'instruction général, avait un jeu d'instruction dédié à des tâches. Voilà. Très efficace dans ses tâches, mais très mauvais pour mais soulageait le microprocesseur principal. Et donc, en quelques semaines, Steve Saccoman fait un prototype avec un bus très simple, 2 microprocesseurs Hobbit et 3 DSP, un pour la téléphonie, un pour le son, un pour la vidéo. Et on fait quelques démos, mais qui étaient à vous mettre, mais vraiment... On vous comparait à l'Amiga à l'époque en disant que c'était encore mieux, parce que l'Amiga était la machine multimédia de Oui, c'était une très bonne machine multimédia, l'Amiga, et on faisait quelque chose qui était simple. C'était quoi l'objectif à l'époque, justement, de concurrencer l'Amiga, c'était une machine de professionnel, une machine grand public? Non, c'était une machine plutôt pour des individus, pour des individuels. C'était un ordinateur individuel. Ce n'était pas un ordinateur d'entreprise, c'était un ordinateur individuel. On ne savait pas trop... Pardon ? Pour la création multimédia ? Aussi, mais par exemple, il y avait un des microprocesseurs qui était dédié à la ligne téléphonique, et on avait commencé à écrire toute une gestion de votre vie au téléphone. Le répondeur téléphonique dans la machine, le fax dans la machine, parce que souvenons-nous, on parle de 91. On parle du fax. On parle de 91. Le fax. Internet.
Et donc c'était répondeur de ça, gestion de vos appels, c'était assez jouissif comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? AT&T décide de ne plus faire ses microprocesseurs. Et donc on se retrouve avec le pantalon sur les chevilles. Plus d'hardware. Plus d'hardware. Et là, des amis qui me voulaient du bien m'ont dit, là, tu aurais dû arrêter. Parce que c'était plus jouable. Alors on s'est rétabli en faisant une machine à 2 processeurs avec du PowerPC 603. Donc vous avez récupéré le processeur du Mac, mais ça tombait bien, mais allez-y. Oui, et donc on a Joe Palmer a fait, parce que Steve était parti dégoûté par l'abandon de le vrai Steve, on l'appelait le vrai Steve, histoire d'embêter l'autre Steve. Ouais. Il y avait Steve Wozniak, on a un peu parlé finalement Steve Wozniak, mais bon, passons. Oui. Et donc, on se retrouve à faire une machine biprocesseur. Avec 2 PowerPC, donc le même processeur que le Mac. Oui, le même processeur que le Mac, et puis un logiciel. On va à une conférence qui s'appelait Agenda, et on a, en 9 ans, il y avait eu 2 ovations debout, dont une pour la démonstration de BI que Steve Horowitz, qui est maintenant chez Google, a faite, et où on avait une machine multimédia qui était craquante, mais qui ne l'était pas autant que l'aurait été le vrai produit sur mesure, pour le système d'exploitation. Et finalement, une chose en a amené une autre. Comme c'était compatible, on a fait une version qui marchait sur le Mac. Et Apple, à un moment, Guy Lamilio, à un moment, envisagé d'acheter Bi. Mais finalement, il a acheté Next, et il a raison, parce qu'il a eu Steve dans les bagages. C'est pas si évident que ça à l'époque, si je peux me permettre. Cette évidence que vous décrivez aujourd'hui. Avec le recul, ça semble évident, mais, pas pour moi en tout cas. Oui, bien sûr. Pas pour moi, parce que je connaissais bien Steve, j'avais une bonne idée de la qualité des équipes techniques de Next. La décision m'a pas fait plaisir, évidemment, quand une affaire comme ça ne se fait pas. Petit rappel. Et n'oubliez pas cette semaine notre partenaire la scie vous offre 3 disques durs Porsche Design Mobile Drive USB-C, USB 3 d'une capacité de 4 Tera en répondant à la question qui vous sera posée à la fin de cette émission. La scie est un partenaire technologique d'Apple depuis de nombreuses années et va encore vous le prouver prochainement. Rendez-vous le 19 avril prochain. Pour ceux qui ne connaissent pas toutes les pièces du puzzle, donc Paul, Gilles Amelio, qui est le patron d'Apple à cette époque-là. Exactement, docteur Amelio. Et après Esquelet, qui donc vira à son tour, après l'échec du Newton et l'échec aussi du oui, il y a une succession de Esquelet, Spindler, Amelio. L'échec des clones, mais il continue quand même les clones et il se rend compte que Copland, donc le futur macOS, qui ne sortira jamais parce qu'il est également dans l'impasse. Jamais. Et donc il décide, il me faut un système d'exploitation clé en main. Et là, il réfléchit à tout. Il réfléchit à acheter une licence Windows NT. Et il y a Windows dans un Mac, mais il y a 2 autres. Il aurait pris le noyau, en fait. Il cherchait surtout un noyau. Il savait que l'interface du Mac était la bonne. Mais Bill Gates l'aurait appelé à l'époque, il aurait fallu négocier quelque chose avec lui. Oui, tout à fait. On a parlé de Windows NT pour le Mac et il y avait Bi et Next. Voilà. Alors et ce qui excitait beaucoup de gens à l'époque, c'est que non seulement il avait toutes les conditions que recherchait Apple, donc il était très stable, il était multitâche préemptif, bref, tout ce que recherchait Apple et qui n'arrivait pas à le faire avec l'ancien système, et puis surtout il tournait sur PowerPC. Oui. Ça s'est pas fait, je pense que Amelio s'est dit, je l'ai vu après Amelio, on a pris un petit déjeuner après, il voulait... Après la décision. Après la décision, il voulait donc Apple a choisi Next, donc l'autre système d'exploitation qui était sur le marché disponible, qui vivotait, et qui était donc la possession de Steve Jobs. Il était très content d'avoir récupéré Steve comme conseiller. Mais ça peut paraître un jeu dangereux avec le recul. Ah mais ça... Il l'a vécu, il en a sorti un bouquin même que je vous recommande de lire, On the Firing Line, l'histoire de mes 500 jours chez Apple par Guy Lamilio. Et je veux vous dire, Guy Lamilio, c'est un homme encore extraordinairement intelligent. J'ai rarement vu quelqu'un qui puisse lire une feuille Excel à l'envers sur un bureau et puis c'est un excellent financier. Voir le fil conducteur dans un excellent gestionnaire. Oui, mais il faut le dire.
l'idée d'avoir Steve, de ramener le cofondateur, historiquement... C'est un symbole, oui. C'est beaucoup de com'. Et d'ailleurs, ça a marché. Pas comme Guy Lamillo l'avait prévu. Ça dépend. Qui a pris sa place, on est d'accord. Parce que c'est effectivement, Scully avait fait revenir Spindler d'Europe, et Spindler a poussé Scully dehors. Oui. Et puis Guy Lamillo est venu au conseil d'administration, a poussé Mike Spindler dehors. J'ai revu Michael la semaine dernière, il y a 2 semaines, à Palo Alto. C'est un homme d'une intelligence peu commune. Oui. Je ne connais pas dans l'informatique quelqu'un qui a une vision géopolitique aussi large et aussi juste que lui. Et donc, Guy Lamillo a rendu un service fameux à l'industrie en général. Oui, il a sauvé Apple par sa décision. Il avait fait un excellent boulot en termes de gestionnaire, de rationaliser la gamme. L'outil industriel avait été aussi le G3, c'est lui. Il a fait venir Fred Anderson, bien sûr, le directeur financier que je connaissais, parce qu'on était tous les deux au conseil de 3Com à l'époque, donc je connaissais bien Fred Anderson, qui est un financier remarquable et en plus très discret. On l'a vu par la suite, dans cette histoire de stock options où c'est lui qui a été jeté sous l'autobus. Protégé Steve, il faut le dire. Allez. Prescription. Allez, on avance. Non, mais bon, ce ne sera pas la première fois. Ouais. Et donc voilà, ça s'est très bien passé. L'arrivée de Steve a été vécue comme... le retour du cofondateur. Ça. Il faut se souvenir la keynote où Guy Lamillo est sur scène. Il faut dire il oublie de remercier Mohamed Ali qui est au premier rang. Bon, il n'est pas un très très grand orateur. Non, c'est pas son truc. C'est pas son truc. Et bon, c'est un long speech. Tout le monde baille et c'est long, ça n'en plus finir. Et puis Steve Jobs arrive sur scène et là c'est une standing ovation. Et en 5 minutes, il remet d'équerre la salle et explique un petit peu sa vision des choses. For that warm welcome. Now I guess I'm going to have to give a speech. I came today to give you a status report on what's going on and to try to fill you in on some of the steps we're taking to get Apple healthy again. As you know, I'm the chairman and CEO of a company called Pixar, and thank you. And I, like a lot of other people, are pulling together to help Apple get healthy again, and I am extraordinarily confident that is going to happen. Je vous en kikine encore 2 minutes sur l'épisode du rachat possible de Bee par Apple. Lorsqu'encore une fois, on se réfère à la biographie officielle, encore une fois, de Steve Jobs écrite par Walter Isaacson. Il décrit les négos que vous aviez menés à l'époque avec Gilbert Amelio, que vous l'auriez rencontré à Hawaï, que vous auriez discuté, vous auriez discuté d'un montant, donc ça allait très loin. Hein. Non, pas discuter de montant. C'est là où c'est là où Walter Isaacson. Pardon. Ouais. Bon. Je connais Walter Isaacson. Je l'ai rencontré et ses bios, c'est mélangé. Par exemple, sa biographie d'Einstein est mauvaise. Ouais. Celle de Jobs. Celle de Jobs, c'est mélangé, mais la version française est mélangée, mais la version anglaise est quand même aussi mieux. Mais je pense que la bio de Jobs par Isaacson est un merveilleux cadeau aux enfants de Steve Jobs. Oui. Parce que ce qui est terrible, c'est d'avoir le père fondateur sur un piédestal, la statue du commandeur, etc. Et c'est très difficile à supporter pour les enfants. Si on le fait descendre du piédestal, c'est une bien meilleure vie pour les enfants. Je pense que Steve, en laissant Isaacson raconter ce qu'il a raconté, a fait un merveilleux cadeau à ses enfants. Mais pour revenir à... $500 millions, 15% des parts de marché. J'ai entendu ce chiffre-là. Membre place au board, ce n'est pas moi qui ai négocié le prix. Ouais. J'ai laissé mes investisseurs négocier parce que je ne suis pas un bon négociateur.
Cela dit, j'en prends la responsabilité puisque j'étais le patron de l'entreprise, donc la responsabilité est la mienne, ça je ne le nie pas. Et je pense que ça a rendu grand service à Steve, qui lui a permis de vendre Next à ce prix-là. Ouais. Mais c'est pas ça, c'est pas là-dessus que la chose a tourné. Je pense que ce qui a fait l'énorme différence, c'est le retour de Steve aux affaires. C'était vraiment un élément moteur. Guy Lamelio n'avait aucune possibilité d'évaluer ce que Next avait techniquement. Et puis, encore une fois, rappelons, il ne tournait pas sur PowerPC. Donc si, John Rubinstein avait été engagé chez Next pour créer une Next Station sur PowerPC. J'avais rencontré Steve. Écoutez, je levais de l'argent pour Bi et on va à Boston voir Burr et Gandeléage, une firme de venture capital. Et à l'aéroport, dans le salon d'attente, qui rencontre-t-on? Steve et son équipe. Et donc, je lui dis, écoute, puisque j'avais été invité au lancement sur Intel, je lui dis, fais une version sur PowerPC et puis tu verras, ça ira beaucoup mieux. Histoire vraie. Donc vous lui avez donné un beau... Non, attendez, c'est facile. Des conseils, tout le monde en reçoit. Hein, et maintenant que je donne des conseils, je dis aux entrepreneurs, n'écoutez pas les conseils. Pour conclure sur ce sujet, on a bientôt conclu l'émission, je vous rassure. Au moment où vous discutiez justement de Bi et vous étiez en concurrence avec Steve Jobs, j'imagine que c'était un adversaire redoutable. Est-ce que vous aviez un plan pour Apple? Non, pour moi, je ne voulais pas rester chez Apple. Simplement vendre l'operating system. Oui, parce que si vous voulez, il y a la fable de La Fontaine, vous savez, avec le loup et le chien, et le loup demande je ne sais quoi autour de ton cou. J'avais vraiment apprécié, parce que même dans les moments les plus difficiles, et j'ai fait à peu près toutes les erreurs possibles chez lui, sauf la faillite, mais j'ai souvent vu le fond du tiroir caisse, et j'ai mes galants d'entrepreneur, parce que il m'est arrivé d'emprunter sur la maison pour faire la paye, donc je sais ce que c'est que d'être entrepreneur. J'ai adoré ça, et même dans les moments les plus difficiles, je dormais très bien, alors que chez Apple, je dormais très mal, à cause de la politique. D'accord. Et donc, il y a la façon dont je suis fabriqué. Jamais, on se posait la question, pour être sincère avec vous, en préparant cette émission avec Paul. Ah non, on ne va pas commencer. Être sincère. Non, mais on l'est en tout cas, c'est sincère ce qu'on vous dit. Et on apprécie beaucoup cette conversation avec vous, croyez-nous, c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur. On se disait, mais à un moment donné, si Bi avait été repris par Apple avec Casey, vous auriez pu être le sauveur d'Apple. Vous auriez pu être Steve Jobs et connaître le succès qu'a connu Steve Jobs. Non, absolument pas, parce que je n'ai pas sa capacité à imaginer. Je n'ai pas sa capacité à imaginer. Je ne suis pas aussi créatif que lui, et de loin. Et vous êtes modeste, vous n'avez pas ça de commun avec lui. Non, je veux dire, et puis, non, je crois qu'il faut savoir qui on est. Quand Steve, j'arrive un jour du mois d'août 97 chez Eric Benamou, qui était le patron de 3Com. 3Com, vous vous souvenez peut-être, était aussi accidentellement propriétaire de Palm, qu'ils avaient trouvé au fond du camion quand ils ont acheté US Robotics. Vous allez rejoindre par la suite. Bon. Oui, ça c'est notre histoire, ça. C'est pour une autre émission. Oui, PDA déjà, on est tour de tour. Hein, mais... Et donc, j'arrive chez Eric Benamou et je vois la fumée qui sort de ses narines et de ses oreilles parce qu'il venait de raccrocher le téléphone avec Steve Jobs. Que Steve l'avait appelé et dans le style combinatoire du fondateur, du cofondateur, il lui dit, écoute, donne-moi Palm. Et viens à mon conseil d'administration. C'est une proposition qu'on ne peut pas refuser. Et viens à mon conseil d'administration parce que seul Apple est capable de faire de Palm un produit grand public. C'est pas faux. Hein. Ça marchait bien Palm à l'époque déjà. Hein. 97, 10 ans avant la sortie de l'iPhone. 10 ans avant la sortie de l'iPhone. Et si tu viens au conseil d'administration, tu verras, on a une stratégie très simple, les créatifs et l'éducation. D'accord. Bon, ça ne s'est pas fait, mais il voulait Palm. Il voulait Palm pour... il voulait pas. C'est parce que l'idée de l'iPhone était déjà... Il avait fait faire un prototype de Macphone par Steve Saccoman en 84. Donc pas de regret.
sur Non, le fait non. de ne pas avoir réintégré Apple à ce moment-là, Non, pas non, volonté non, de bah, revanche surtout- comme a pu l'avoir, c'était son moteur, on le sait, il l'a dit, par rapport à Apple, de revenir dans la société qu'il Oui, avait oui, non, confondée. mais la revanche, bon, elle a été très bonne conseillère pour Steve Jobs, donc comme dit l'autre, je suis un homme à principe, dites-moi ce que vous n'avez pas et je l'échange. Mais dans ce cas-là, non, je suis beaucoup plus heureux maintenant que je ne l'ai jamais été. Et j'apprécie beaucoup la vie et je n'aurais pas pu faire ce qu'il a fait, et de loin. Regardez, relancer le Mac avec OS 10, L'iMac. OS X, l'iMac, iPod, iTunes, dont tout le monde s'est moqué parce qu'il perdait de l'argent avec iTunes, sans se rendre compte que c'était pour faire monter les marges et le volume de l'iPod, qui est le modèle paradigmatique d'Apple aujourd'hui. On a un écosystème qui gagne ou pas de l'argent, mais qui pousse le hardware par-dessous. Hein. L'iPod, donc, l'iPhone, l'iPad, et l'App Store, L'Apple TV. et Oui, non. ouais, l'Apple TV, on en reparlera. Et l'organisation qu'il a laissée derrière lui, qui est une merveille. Machine de guerre, on peut dire. Qui est une merveilleuse machine que Tim Cook a bien repris, Tim Cook est calme, mais déterminé, il ne faut pas lui marcher sur les pieds, on l'a bien vu avec le FBI. C'est formidable parce que vous me faites même les transitions de cette émission. On conclut là-dessus. Steve, malheureusement, n'est plus de ce monde. Il a un successeur. Vous décrivez dans votre Monday Note, pas de cette semaine puisqu'on enregistre un petit peu en avance, mais il y a quelques semaines, l'Apple 3.0, donc l'Apple de la prochaine génération. Apple 2.0, c'est le retour de Steve. Apple 3.0, c'est la période de Tim Cook. Quel regard vous portez sur le mandat de presque déjà 4 années de Tim Cook à la tête d'Apple? Bientôt 5. Bientôt 5. Ça paraît toujours évident de succéder à Non, c'est très difficile et les un personnage aussi en couleur que Steve Jobs. Hein. Les doutes sont complètement légitimes là-dessus. Après tout, il n'y a pas de droit à quoi que ce soit. Je pense qu'il est calme, il est déterminé, il a de très bonnes équipes, il a fait un peu le ménage dans son équipe et il le fera à nouveau, croyez-moi. Il va y avoir du ménage. Vous donner ce soir. Non, mais c'est... il suffit de regarder. Phil Schiller. On peut se demander par moments s'il n'y a pas des petits îlots de médiocrité qui sont en train de faire des métastases dans l'organisation. Hein. C'est le danger de toute grande organisation. Il y a des difficultés culturelles à venir avec des produits comme l'automobile, qui sont c'est intéressant, comme on dit en Californie. Interesting. Et puis, les gens se posent des questions qui sont, à mon avis, erronées. Par exemple, disent, voilà, l'iPhone va être complètement déboulonné par les produits low cost. Ça me rappelle autre chose. Hein. Mais justement, qui se répète. Hein. Et je dis, expliquez-moi pourquoi le Mac, qui est un produit premium, continue de progresser maintenant depuis une bonne décennie dans un marché qui est flat, qui est down. Ouais. Et pourquoi cette situation-là ne se reproduira pas pour un produit qui finalement n'est pas si différent que ça dans l'appétit de la clientèle, comme l'iPhone. Il y a donc un marché pour l'iPhone. Et un de mes ingénieurs, un des cofondateurs de BIC, s'appelle Eric Ringwald, qui est un Allemand franco-américain, mais aussi francophone et francophile, me dit, arrête tes conneries, il y a le marché du PC et il y a le marché Apple. Et le marché Apple, c'est le marché Apple. On ne peut pas le mettre dans le même sac que le reste du marché. Et il disait ça il y a plus de 10 ans. Et ça continue d'être vrai, en particulier pour l'iPhone, et on verra pour l'iPad. L'iPad, c'est vraiment fascinant ce qui va se passer, parce que Apple est capable de faire des micro... Alors, une des choses que j'ai oublié de saluer dans le règne de Steve Jobs, ça a été le fait que c'est devenu un des meilleurs, si ce n'est le meilleur concepteur de microprocesseurs de la planète. Après en avoir plus voulu, quand même, parce que le premier iPhone équipé d'un processeur Samsung, c'est là où Steve Jobs s'est rendu compte qu'ils avaient perdu leur pouvoir, ils voulaient qu'Intel s'occupe de tout, et finalement il a fait machine arrière au moment où ils ont commencé à développer l'iPhone 3GS. Le logiciel, hein, une recette... forte d'Apple aujourd'hui pour le Commodore l'avait fait avant. Oui, non, mais la recette,
Ouais. La recette n'appartient à personne. Ouais. Hein, c'est le plat concert qui compte. Et ça, donc, les gens d'Intel ont été pris par surprise par le processeur 64 bits. Ils avaient regardé ce qu'Apple faisait en disant ouais, ça va, ce sont des amateurs parce que nous sommes de vrais concepteurs de microprocesseurs. Et donc il y a l'A9 sur les modèles qu'on connaît, l'iPad et l'iPhone. Vous allez avoir assez rapidement, peut-être cette année, peut-être l'année prochaine, des processeurs qui sont plus que capables de faire fonctionner une machine comme celle-ci. Donc, habile transition, justement, que vous me donnez là, quelle vision de l'ordinateur du futur? Vous dites qu'aujourd'hui, l'iPad est en train de rattraper le Mac. Aujourd'hui, Apple est arc-bouté sur cette position en disant ben non, l'iPad, c'est le meilleur PC, pas le meilleur Mac. Hein, le meilleur PC aujourd'hui que vous pouvez acheter. Ça, c'est du marketing. C'est de l'architecture. Voilà, on sait que Microsoft a une autre vision d'un ordinateur hybride. Dans cette émission, il y a quelques membres de cette émission, dont moi premier, qui militent pour du tactile sur un ordinateur dans l'univers Apple. Ouais. Quelle est votre vision? Qui va gagner, le Mac, l'iPad? Est-ce qu'il va y avoir une fusion entre les deux? Est-ce qu'on va aller vers l'hybridation? Non, c'est une question très importante. Moins importante que le futur de l'iPhone, compte tenu du nombre d'utilisateurs. Oui, d'accord. Bon. Cela dit, un ordinateur avec un grand écran qu'on peut poser sur un bureau et qu'on peut trimballer avec soi et qu'on peut tripoter, c'est quand même pas mal. Et donc la vision de Microsoft est une vision juste. Mais peut-être un peu trop en avance. Ça, la vision. Oui, d'accord. La vision. Et après ça, il y a le tout petit problème de mise en œuvre. The small matter of implementation, comme on dit. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Apple va copier, et a commencé à copier après s'être moqué du toaster, réfrigérateur, etc. C'est un hybride, hein, l'iPad. Bon, il y a un clavier maintenant, vous pouvez acheter un clavier sur votre iPad. Il y a un stylet, on avait dit pas de stylet. Il y a un stylet, mais il est meilleur. Et c'est vrai qu'il est meilleur que celui de Microsoft, mais il n'y a pas d'aimant. Il n'y a pas d'aimant pour l'attacher sur le côté, mais je veux dire, il y a des moments... Il faut bien, on sait comment sont les journalistes, il faut bien trouver quelque chose à dire. Oui, non, mais je me dis, mais à quoi il rêve de sortir un stylet qu'on va perdre comme ça, alors que par ailleurs, il y a des détails très soignés dans le stylet lui-même. Bon. Et vous allez voir petit à petit que c'est plus facile de faire évoluer iOS, qui est petit, et de le faire grandir que de faire OS 10. Maintenant, c'est devenu une usine à gaz. 250 millions d'utilisateurs d'iOS dans les 80 millions d'utilisateurs de Mac. Et 25 millions d'utilisateurs. 25 millions d'utilisateurs de Mac. Donc un rapport d'1 à 10, donc à votre avis, entre iOS et macOS. Où est-ce que vous mettez vos meilleurs ingénieurs? Après, la base est commune, heureusement, mais effectivement, maintenant on l'a vu, c'est prouvé. On peut faire un système de moins en moins de la base est commune. Il y a CoreOS, il y a des choses comme ça, mais Darwin, après ça, la logique. Mais ils sont en train de rationaliser avec UIKit, tout ça, les interfaces vont être communes. Qu'est-ce qu'il te dit? Non, mais les interfaces vont être communes, les nouvelles versions d'Xcode le prouvent. Qu'est-ce qu'il te dit? En clair, l'avenir, c'est plutôt iOS, c'est ça? Oui, parce que, je veux dire, d'abord, c'est très bien de pouvoir cannibaliser ses propres produits. Oui. L'argent reste en famille. Oui, tout va bien. Déjà, quand les gens disent ça va cannibaliser, ben oui, et alors si les clients sont contents. Pas à l'autre, tout va bien. Si les clients sont contents. Il y a des clients qui ne jurent que par le Mac, qui ne veulent pas toucher un iPad. Haidozo. Pas de souci. Mais le futur de l'iPad, c'est d'avoir une puissance de calcul proche d'un Mac Pro. MacBook Pro, oui. Un MacBook Pro. On commence à s'y approcher doucement. Parce que là déjà le MacBook que j'ai ici et l'iPad, le gros iPad, c'est à peu près pareil. Ouais, donc c'est pas la peine de. Mais c'est surtout l'interface utilisateur, comment négocier progressivement l'introduction d'un file system, ce qui est de fait le cas. Aujourd'hui, vous avez accès à un file system, d'avoir du multi-fenêtre, mais pas trop. C'est très compliqué. Je ne saurais pas comment faire. Le multi-fenêtre l'année dernière, le file system, c'est pas encore le cas, donc les gestionnaires de fichiers... Si, le file system, il est là. Il y a un document de picker. Oui, d'accord. Non, il y a iCloud Drive. Vous avez l'application. Vous avez iCloud Drive comme ça, et vous avez tout vos... Après tout, oui, un disque dur. Oui, et vous allez sur votre Mac, vous ouvrez iCloud Drive, vous avez les mêmes fichiers que... Donc on y arrive, tout doucement. Mais
ils font une transition en douceur, mais qui va aller vers Oui, avec iOS. Pas un Mac tactile, mais un iOS plus professionnel. Ouais, plus taillé pour des besoins. Là, je ne suis pas d'accord avec certains qui disent qu'il ne faut pas de trackpad sur le clavier de l'iPad. L'ergonomie, c'est quand même de laisser sa main posée horizontalement. Oui, et dès qu'on doit lever la main pour aller chercher sur le... Moi, j'achète tous les produits, donc j'ai une très belle quincaillerie à la maison, et donc j'ai 2 Surface Pro de 2 années. Le premier, je l'ai revendu parce que c'était vraiment trop moche. Mais j'ai celui de cette année en particulier. Bon, avec tous les bugs qu'il y a, mais il y en a sur le Mac aussi. Le trackpad est fragile. Le clavier, c'est pas très bon. Le stylet avec un aimant sur le côté, c'est pas mal. C'est pas mal. Il est pas mal. Et en fait, le Surface Pro, posé comme ça, horizontalement, c'est une bonne tablette. C'est une bonne tablette, il faut le reconnaître. Et je pense que pour Apple va, comme l'entreprise le fait régulièrement, imiter. Pour conclure, l'automobile autonome, vous avez abordé brièvement. Vous y croyez, Apple va y aller ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'ils travaillent dessus. Mais et alors ? Est-ce qu'ils vont sortir un produit ? Ça, c'est autre chose. S'associer ou proposer simplement un système embarqué pour de grands constructeurs ? Ah non. Alors, on n'a pas beaucoup parlé de ce que vous portez au poignet. Les objets connectés, ça excite énormément de gens. Apple y a répondu via cette montre. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'elle a de l'avenir ? Oui, bien sûr. Là, c'est le premier produit qui est finalement plus poli. Le premier produit de l'ère Watch, ouais. Quand on compare les débuts de la montre Apple au début de l'iPhone, c'est quand même nettement plus pro comme début. Et puis, il va y avoir de meilleurs processeurs, de meilleures applications, de meilleurs accessoires. Et un jour, elle sera autonome. Voilà. L'idée, c'est d'en faire un vrai ordinateur personnel. Comment, je ne sais pas. Donc vous y croyez. Oui, tout à fait. Dernier mot, et là on a vraiment conclu, je vous promets. Oui. On a survolé, tout à l'heure vous parliez de l'Apple TV, c'était aussi une des rumeurs récurrentes de ces 10 dernières années, quasiment, de l'arrivée d'Apple sur ce marché-là. On sait qu'Apple est de retour sur ce créneau-là avec le petit boîtier, l'Apple TV 4. Est-ce que Apple, vous le voyez aller dans le contenu, faire un Netflix bis, comme ils ont pu faire en son temps avec iTunes, ou alors rester uniquement dans le hardware et aller sur ce marché-là ? Alors, la difficulté, là, Jean-David Blanc m'a fait tester une application qui s'appelle Molotov sur Apple TV. Patron de Molotov. Patron de Molotov. Donc co-fondeur avec Pierre Lescure, qui normalement devrait venir faire cette émission également. Il est invité, il le sait. Eh bien, ils vous diront les difficultés qu'il y a à avoir des accords sur les contenus. C'est pour ça qu'il a du mal à venir. Ouais. Non, mais tout le monde, Apple a des difficultés sur le contenu, tout le monde a des difficultés sur les accords sur le contenu, parce que c'est morcelé, alors, ça va se faire progressivement. De toute façon, Apple a beaucoup plus de moyens de travailler dans la durée que les fabricants de contenu, qui un jour vont mettre les pouces. Quand ? Je ne sais pas. Mais un jour, aujourd'hui, quand vous voyez Molotov sur un Apple TV ou sur une télé connectée, lambda. Je préfère le boîtier extérieur parce qu'on peut le changer plus facilement. Que la loi de Moore est telle. Et puis les fabricants de télé et le logiciel, c'est les rap. Je vois très bien. Donc, je ne sais pas quand ça se fera. Mais ça se fera. L'avenir de la télévision, c'est que le programme de télévision soit une application. D'accord. Comme dans Molotov, le journal de 20h, vous arrivez chez vous à 20h20, vous allumez le journal de 20h. Très bien. C'est une app. Voilà, je vous rassure, l'application Apple TV pour avoir fait le Mac est en cours de développement, donc elle ne devrait pas tarder. Merci infiniment. Merci à vous. Jean-Luc Gasset nous a fait le plaisir d'être venu jusqu'à nous, de vous être déplacé jusqu'à Paris. On sait que ce n'est pas uniquement pour nous, mais ça nous fait extrêmement plaisir de vous avoir en chair et en os dans le studio de Dailymotion. Merci réciproquement à toutes les équipes de Dailymotion de nous avoir aidé à préparer cette émission. Merci encore à vous de nous avoir accompagnés pendant près de 2 heures. C'était plus de temps que prévu, donc merci d'avoir accepté de continuer à discuter avec nous.
pour emporter 3 disques durs Porsche Design Mobile Drive USB-C, USB 3 d'une capacité de 4 Tera offerts par LaCie. Répondez à cette question. Quels sont les connectiques proposés par les derniers modèles Porsche Design Mobile Drive de LaCie annoncés au CES 2016 et leur capacité maximale? Quels sont les connectiques proposés par les derniers modèles Porsche Design Mobile Drive annoncés au CES 2016 et leur capacité maximale? Répondez exclusivement via le compte Twitter @onrefaitLemac en associant l'hashtag ORLM LaCie. LaCie est un partenaire technologique d'Apple depuis de nombreuses années et il va encore vous le prouver prochainement. Rendez-vous le 19 avril prochain. Et on se retrouve quant à nous dès la semaine prochaine. Au revoir.